Guillaume Cocaïna, avec, pour commencer, ces millions de Marocains qui possèdent des cryptoactifs malgré les interdictions. Et combien sont-ils? Ils sont 6 millions de Marocains. Le chiffre est impressionnant malgré l'interdiction formelle depuis 2017. Et oui, comment se fait-il qu'autant de Marocains l'utilisent malgré cette loi qui l'interdit? Eh bien justement, la vérité nous indique aujourd'hui que l'État essaie de répondre à cette question. Mais d'abord, essayons de comprendre pourquoi les crypto-monnaies sont largement utilisées, parce qu'elles sont faciles d'accès, difficiles à contrôler et surtout, elles sont très appréciées par les jeunes connectés, attirés parfois par des gains rapides. C'est aussi des actifs numériques utilisés pour des investissements ou pour des transferts rapides. Donc l'État a décidé de réagir à travers le lancement d'un projet de loi qui est actuellement en préparation. L'idée, c'est évidemment d'encadrer ces crypto-monnaies, d'identifier les acteurs et surtout de contrôler les flux. Et oui, la vérité insiste dans cet article, l'idée est de passer de l'interdiction à la régulation. Mais avant de réguler, eh bien, le temps des aveux a sonné. C'est ce que nous indique aujourd'hui challenge.ma, où il est titré que l'Office d'échange va serrer la vis et traquer les avoirs cachés à l'étranger. Donc l'idée, c'est évidemment que l'Office d'échange a décidé aujourd'hui de passer à l'action contre les cryptos en envoyant un courrier à toutes les personnes, en particulier les particuliers qui ont aujourd'hui des crypto-actifs à l'étranger. C'est donc un courrier qui demande à toutes ces personnes donc, de justifier surtout l'origine des fonds qu'ils possèdent dans un délai maximum de 30 jours, auquel cas ils auront donc à faire face à des sanctions, à des poursuites. Mais ce qui inquiète surtout l'État, c'est l'utilisation parfois opaque qui est faite de ces crypto-actifs, comme la fuite de capitaux, le blanchiment d'argent. Alors l'État reprend le contrôle d'un phénomène, rappelons-le, avant qu'il ne soit plus du tout maîtrisable. Pourquoi? Car derrière les cryptos, eh bien, se cache parfois une forme de criminalité. D'ailleurs, Maroc Diplomatique nous indique que cette problématique est encore plus augmentée à cause de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée par les cybercriminels. Une cybercriminalité donc renforcée par l'IA, mais où on utilise largement aussi des crypto-monnaies, car aujourd'hui, les criminels utilisent l'intelligence artificielle pour créer des arnaques plus crédibles, usurper les identités, automatiser les fraudes, mais tout cela, eh bien, derrière, il y a surtout des paiements en crypto-monnaie qui sont donc assez intéressants pour payer les rançons ou encore blanchir eh bien, de l'argent. En somme, derrière les crypto-monnaies, il n'y a pas que des investisseurs, parfois il y a aussi des criminels et face à cette adoption massive, eh bien, l'État n'a plus le choix d'encadrer un système de base conçu pour échapper au contrôle. Et à propos de digital, c'est aussi au cœur des enjeux africains de souveraineté sanitaire. La souveraineté sanitaire qui est également au cœur du GITEX Future Health Africa Morocco. C'est la première édition qui a lieu cette année. Ça a commencé hier et ça va se clôturer demain. Et donc la souveraineté sanitaire, évidemment, est au cœur de cette stratégie. C'est ce que nous indique le matin. L'enjeu particulier est donc d'intégrer le digital pour justement que les systèmes de santé africains soit piloté par la donnée et une santé donc numérique pensée pour les réalités africaines. C'est vraiment l'enjeu malgré une technologie qui va plus vite que nous, comme l'a précisé eh bien, le ministre Amin Tahraoui dans son discours d'ouverture pour cet événement qui a lieu donc actuellement. Mais la santé numérique ne doit pas juste répondre à une réalité, mais il doit surtout eh bien, se baser sur un financement. Le financement est très important. D'ailleurs, la Banque mondiale a approuvé, comme l'indique l'agence Ecofin, un financement de plus de 225 millions de dollars pour la santé en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très intéressant. L'objectif est donc de fournir eh bien, des services de santé à des millions de personnes, ce qui renforcerait évidemment la couverture médicale universelle. Mais le principal projet, parce qu'on parlait de digital, c'est surtout le lancement d'une plateforme nationale de santé numérique pour améliorer l'efficacité du système. Mais autre retombée très intéressante par rapport à cet investissement massif, c'est potentiellement le fait de générer plus de 385 000 emplois pour le pays. Mais au-delà des financements et du numérique, il y a bien sûr la donnée, la data qui doit être fondée sur des connaissances africaines et c'est ça le fondement de cette fameuse souveraineté. D'ailleurs, APA News nous indique qu'actuellement des chercheurs africains vont lancer une revue panafricaine dédiée justement à la santé avec deux objectifs: produire des données qui seront utilisées également dans le domaine du numérique, mais surtout accompagner les décisions publiques, le tout avec des données qui sont disponibles
disponibles en Afrique et surtout qui sont modélisés pour les Africains. Mais autre élément également à prendre en compte dans la recherche médicale africaine, c'est justement ces biais dans la recherche, car on n'a pas assez de données sur le continent africain, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les essais cliniques font en sorte que l'Afrique est largement absente et donc très peu d'études sont menées actuellement en Afrique. C'est ce que nous indique l'article de The Conversation. Seulement 3,9% des essais cliniques et à peine 0,6% en cardiologie. En somme, ce sont des traitements testés ailleurs, mais utilisés sur le continent africain, ce qui peut être totalement inadapté, voire dangereux, car certains médicaments peuvent être 3 à 4 fois plus risqués chez les patients africains. Alors, renforcer sa souveraineté sanitaire, c'est donc l'enjeu, mais aussi se protéger contre les menaces extérieures. C'est ce que aujourd'hui se vit au large du continent africain. Afrique.com qui revient justement sur ces 3 morts au large du Cap-Vert lors d'une croisière causée donc par ce fameux virus, le hantavirus, qui met justement le continent en alerte. C'est un virus qui vient, comme le montre à l'image, de rongeurs et qui crée des difficultés pulmonaires chez les êtres humains. Et c'est aussi une maladie qui a un risque très élevé de mortalité. En somme, aujourd'hui, renforcer sa souveraineté sanitaire, ce n'est pas juste subir les crises, mais c'est surtout être prêt à y faire face. Dans la presse également, cette question, est-ce que c'est le début de la fin du low cost? On parle de l'aérien, après la faillite de Spirit Airlines. Oui, c'est la fameuse compagnie low cost américaine Spirit Airlines qui a brutalement mis fin à ses activités. C'est une annonce qui a été faite le 2 mai, c'était samedi dernier, à cause de l'explosion des prix du kérosène, mais qui continue encore aujourd'hui de faire réagir la presse et partout dans le monde. Alors que la compagnie, née en 1992, transportait plus de 28 millions de passagers par an, étaient dans un état critique, tout de même, c'est une compagnie qui reste aujourd'hui un petit peu manquée, qui manque un petit peu aux voyageurs. Pourquoi? Parce que comme nous indique The Atlantic, the only thing worse than Spirit Airlines is a world without Spirit Airlines. Ça veut dire que ce qui est pire que Spirit Airlines, c'est surtout un monde sans Spirit Airlines. C'était en effet une compagnie qui était très critiquée à cause de ses services médiocres, ses frais cachés, mais appréciée pour ses prix extrêmement bas qui permettaient justement au petit budget de voyager. Et la flambée du prix du kérosène fragilise tout le modèle low cost d'aviation aujourd'hui, mais tout de même, il faut essayer de comprendre si justement cette faillite va aussi être aussi visible sur le continent africain, européen, c'est du moins la question qui est posée par le Parisien, parce que la compagnie aérienne, les compagnies aujourd'hui low cost sont basées sur des coûts qui sont assez bas, mais le problème aujourd'hui, c'est que le carburant pèse parfois plus de 30% sur les coûts globaux. C'est donc des modèles qui deviennent très très vulnérables en période de crise. Mais d'après un édito publié dans Afrimag, la hausse du carburant n'est pas la seule cause de la faillite de Spirit Airlines. Le business model entier est problématique parce que parfois il y a des billets trop bas qui sont sous le seuil de rentabilité. Mais autre raison que précise l'édito, c'est que depuis le Covid, dans le secteur, il y a eu un départ massif de salariés qualifiés comme des techniciens, des ingénieurs, avec aujourd'hui plus de 500 avions qui étaient bloqués au sol, mais moins d'avions, c'est aussi moins de sièges. En somme, c'était plus de 200 000 sièges en moins en un an. Et donc, cela cause encore plus de pression sur les prix et une remise en question totale de l'offre low cost. Mais est-ce que cette faillite marque la fin du low cost dans sa globalité? C'est du moins la question que pose la Tribune. Alors en tout cas, la notion de bas prix illimité, c'est-à-dire des prix ultra bas tout le temps, qu'importe les conditions, elle est effectivement remise en question, mais le low cost atteint tout de même une certaine limite, on le sait, dans un monde qui est plus cher, instable et beaucoup plus contraint. Alors le low cost, évidemment, n'est pas mort, mais le low cost à tout prix, lui, est bien mort. Mariam, nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mai 2026. Quel autre 5 mai avez-vous choisi dans l'histoire? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un héritage, Rachid, que nous célébrons le 5 mai, car le 5 mai nous invite chaque année à protéger le patrimoine africain. Oui, le 5 mai, nous célébrons la journée du patrimoine mondial africain, une journée proclamée en 2015 par l'UNESCO pour mettre en lumière la richesse du patrimoine africain et surtout rappeler l'urgence de le préserver, car la
l'Afrique, berceau de l'humanité, porte une diversité culturelle et naturelle exceptionnelle. Des sites historiques, des traditions, des paysages qui racontent des siècles d'histoire. Mais cet héritage est aussi très fragile. Aujourd'hui, les sites africains représentent à peine 12% du patrimoine mondial, mais près de 40% d'entre eux sont en danger à cause de conflits, de catastrophes, de trafics illicites. Les menaces sont donc nombreuses. Alors cette journée a un rôle essentiel, sensibiliser, mobiliser et transmettre, car préserver le patrimoine, c'est protéger des lieux, mais aussi une mémoire. Et la mémoire, c'est la source de l'identité des communautés. C'est la leçon que nous rappelle ce 5 mai, que notre histoire nous est confiée pour la faire vivre, la valoriser et surtout la faire perdurer. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est bien évidemment de le protéger. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna.